François-Marie Arouet, plus connu sous le pseudonyme de Voltaire, naquit à Paris le 21 novembre 1694. Fils d'un haut fonctionnaire, mais non noble, il reçut une éducation d'élite dans un collège jésuite, où son père espérait le voir embrasser une carrière juridique. Cependant, le jeune homme, doté d'un esprit vif et d'une plume acérée, rejeta ce destin pour se consacrer à la littérature. En 1718, après un séjour en prison, il adopta le pseudonyme Voltaire, dont l'origine demeure mystérieuse. La théorie la plus répandue suggère qu'il s'agit d'une anagramme de son nom latinisé, Arovelli, Arouet le jeune. Ce choix reflétait son désir de rompre avec les valeurs familiales et de s'affirmer comme une figure originale, libre de toute contrainte. Voltaire devint l'une des superstars intellectuelles du XVIIIe siècle, influençant des générations d'écrivains et de penseurs, de Victor Hugo à Napoléon. Champion du libre arbitre, il prônait la tolérance religieuse et le raisonnement critique, incarnant l'esprit de l'ère des Lumières. Mais il n'était pas un saint. Comme Mozart ou Beethoven, autres géants de son temps, Voltaire mena une vie complexe, marquée par des contradictions et des imperfections qui ne firent que renforcer son humanité. Dès ses débuts, l'irrévérence de Voltaire lui valut des ennuis. En 1716, il composa des vers moquant la famille du régent Philippe d'Orléans, qui gouvernait la France au nom du jeune Louis XV. Ses poèmes lui coûtèrent un bref exil de Paris. Loin de se calmer, il récidiva en 1717 avec des écrits scandaleux, accusant notamment le régent d'une liaison incestueuse avec sa fille. Cette audace lui valut 11 mois d'emprisonnement à la Bastille. Bien qu'il se vantât que sa cellule lui offrait du temps pour réfléchir, il s'en échappa dès que possible. En 1726, une nouvelle mésaventure survint lorsqu'un jeune noble, le chevalier de Rohan-Chabot, se moqua de son pseudonyme. Voltaire riposta avec son ironie cinglante, mais le chevalier, blessé dans son orgueil, le fit battre par des hommes de main. Furieux, Voltaire le défia en duel, mais Rohan-Chabot usa de son influence pour faire emprisonner l'écrivain. Craignant un nouveau séjour à la Bastille, Voltaire négocia son exil en Angleterre, où il passa 3 ans. Ce séjour, loin d'être une punition, fut l'une des périodes les plus fécondes de sa carrière. Voltaire était d'une productivité phénoménale. Il rédigea plus de 50 pièces de théâtre, des dizaines de traités sur la science, la politique et la philosophie, ainsi que des ouvrages historiques sur des sujets aussi variés que l'Empire russe ou le Parlement français. Sa correspondance, comptant environ 20 000 lettres, témoigne de son activité frénétique. Il pouvait écrire ou dicter jusqu'à 18 heures par jour, soutenu, selon certaines sources, par la consommation de 40 tasses de café quotidiennes. À un âge avancé, lorsque ses déplacements devinrent difficiles, il conçut un fauteuil roulant équipé d'un pupitre et d'un plumier intégré pour continuer à travailler. Sa plume, souvent provocatrice, s'attaquait à tout, monarchie, religion officielle, système judiciaire. Cette audace attira l'attention de la censure, qui interdit nombre de ses œuvres, certaines même brûlées sur ordre des autorités. Pour contourner ces restrictions, Voltaire publiait souvent à l'étranger ou sous des pseudonymes. Sa célèbre Nouvelle Candide, parue simultanément dans 5 pays en 1759, fut présentée comme la traduction d'un certain Dr Ralph. Voltaire nia en être l'auteur pendant des années, tandis que l'Église et le gouvernement la condamnaient. Dans les années 1720, il travailla également à une épopée historique sur Henri IV, roi protestant de France, où il critiquait subtilement l'Église catholique. Faute d'éditeur à Paris en raison de la censure, il publia l'œuvre à Rouen et fit circuler des copies clandestinement dans la capitale, où elle rencontra un vif succès, jusqu'à séduire la reine Marie. En 1729, Voltaire s'enrichit grâce à une faille dans la loterie nationale française, repérée par son ami mathématicien Charles-Marie de la Condamine. Le système, mal conçu, permettait de gagner des sommes importantes en achetant tous les billets d'un tirage, dont le coût total était inférieur au prix offert. Avec un groupe d'amis, Voltaire organisa un syndicat qui siphonna légalement les caisses de l'État pendant plusieurs mois, amassant une fortune colossale. Ces gains, qu'il investit judicieusement dans des entreprises, lui offrirent une indépendance financière qui lui permit de se consacrer pleinement à l'écriture. Dans les années 1770, installé à Ferney, à la frontière suisse, Voltaire, alors septuagénaire, se lança dans une nouvelle entreprise, une manufacture horlogère. Gérant et financier, il mobilisa les habitants de Ferney pour produire des montres parmi les meilleures d'Europe.
Grâce à ses relations dans les cercles aristocratiques, il vendit ses produits à des figures comme l'impératrice Catherine II de Russie et le roi Louis XV, tout en dynamisant l'économie locale. Voltaire vouait une admiration sans borne à Isaac Newton, qu'il n'eut jamais l'occasion de rencontrer. Fasciné par les principes mathématiques de la philosophie naturelle, il contribua à populariser les idées du savant anglais en France. Dans son essai sur la poésie épique de 1727, il relata l'anecdote selon laquelle Newton aurait conçu sa théorie de la gravitation en observant une pomme tomber d'un arbre. Bien que cette histoire ait été rapportée par le biographe William Stukeley, c'est Voltaire qui la rendit légendaire. Dans les années 1740, Voltaire entama une correspondance soutenue avec Frédéric le Grand, roi de Prusse, avec qui il partageait une amitié étroite, parfois soupçonné d'être plus intime. En 1743, cherchant à regagner les faveurs de la cour française, il proposa ses services comme informateur lors d'un séjour en Prusse. Ses rapports, peu concluants, portaient sur la politique et les finances de Frédéric. Ce dernier, flairant le double jeu, mit fin à cette tentative. Malgré ces tensions, leur relation perdura jusqu'en 1752, lorsque des différends avec le président de l'Académie des sciences de Prusse poussèrent Voltaire à quitter la cour prussienne en 1753. Célibataire toute sa vie et sans enfant, Voltaire connut de nombreuses liaisons, brèves ou durables. Sa relation la plus marquante, longue de 16 ans, fut avec Émilie du Châtelet, mathématicienne et physicienne, traductrice des principes de Newton. Plus tard, il vécut avec sa nièce, Marie-Louise Mignot, née Denis, dans une relation quasi conjugale, bien que non officialisée. Belle, vive et ambitieuse, Marie-Louise ambitionnait d'écrire elle-même et devint la compagne et l'intendante de Voltaire. En 1760, le couple adopta une jeune fille démunie, Marie-Françoise Corneille, dont Voltaire finança la dot, se considérant avec Marie-Louise comme ses parents. Voltaire mourut à Paris en 1778, après un retour triomphal dans la capitale, où il était absent depuis 28 ans, pour assister à la représentation d'une de ses pièces. Dans ces derniers jours, des représentants de l'Église catholique, qu'il avait souvent critiqué, tentèrent de le faire renier son athéisme. Fidèle à ses convictions, il répondit « Laissez-moi mourir en paix ». Cette prise de position lui valut d'être privé d'obsèques chrétiennes, mais ses proches organisèrent une inhumation secrète à l'abbaye de Cellières, à 30 lieues de Paris. En 1791, les révolutionnaires transférèrent ses cendres au Panthéon, où elles reposent aujourd'hui. Voltaire ne fut pas un homme parfait. Ses provocations, ses scandales amoureux et ses contradictions le rendaient profondément humain. Mais c'est précisément cette complexité, mêlée de génie, qui fit de lui une figure incontournable des Lumières, dont l'héritage continue d'inspirer.